Donc on revient encore une fois ici et on va dire tous ensemble stop sionisme. On va barrer cette étoile ici qui infeste le pouvoir français. Et pour ça, on va continuer. On a parlé de tomber le système français avec les moyens qui sont de bord, soulever les problèmes, comment on prend un Français pour un imbécile, pour lui faire payer un PV d'ouverture, comment on le répond mal, il parle de l'Est, on lui répond de l'Ouest, comment il dit c'est pas moi qui l'a commis telle chose, on lui continue les réclamations, comment il va dans un tribunal, alors il est victime, alors on le passe pour l'accusé, on classe, soi-disant, c'est la loi, c'est le droit qui le permet de classer son affaire, et on retient, on le court après pour une taxe d'habitation, on va piocher dans son compte, il est interdit de piocher dans le compte de quiconque, c'est pas le droit de l'État d'aller piocher dans le compte des citoyens. Par exemple, en 2011, on a eu 3 saisies sur compte. Alors, on avait parlé d'un qui s'appelle prime de retour à l'emploi. Il y en a 2 autres. Sans nous avertir, sans aucun avertissement, sans que personne nous envoie aucune lettre. Normalement, ce qui s'appelle saisie machin, détenteur, etc., il doit être signifié à l'intéressé un mois avant, et il peut réclamer ou il peut contester. Mais seulement maintenant l'État, non, il pioche dans votre compte et après faites ce que vous voulez. Alors, à part la prime de retour à l'emploi, on a eu une saisie de 1000 et quelques euros, et avec 280 euros dans un autre compte épargne, c'est de ma femme, c'est pour l'enfant. Ils l'ont saisi, ils n'ont pas le droit. Et en plus, ils ont marqué retrait, et c'est pas un retrait. On a porté plainte contre la Poste, parce qu'on n'a pas réalisé un retrait, et jusqu'à maintenant, avec la justice sioniste, on n'a rien eu. Ils disent que c'est une récupération d'une aide aux étudiants par le PACA de Marseille en 1995 pour madame. Ils l'ont aidé avec 7000 francs. Ils l'ont récupéré en 2011, de 1995 à 2011. Qui et quelle loi et qui a donné le pouvoir à l'État de récupérer une somme d'argent 15 ans après? Donc, c'est aussi dans votre responsabilité. Je vous confie ce dossier, Monsieur Hollande, et je vous demande de rembourser cette somme-là. Donc, saisir 3 fois 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, sans demander notre avis, et nous, ma femme, elle a un SMIC, saisir son salaire pendant 3 mois dans l'année, ça s'appelle de l'esclavage. Et toujours, ils ne laissent aucun recours à faire, ou sinon, ils vous disent vous devez saisir le tribunal au bout de 30 jours et vous ne l'avez pas fait. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait. Moi, je ne dois pas être un avocat qui connaît tout. Et si vous ne donnez pas des aides juridictionnelles pour qu'on vous poursuive, ce n'est pas ma responsabilité. La loi, elle a dit en premier que vous ne pouvez pas récupérer une aide aux étudiants en 1995, vous ne pouvez pas la récupérer en 2011. Hein? En ce moment-là, 15 ans après, on ne peut pas. Il faudrait que vous appliquiez la loi en premier et de ne pas me dire qu'il y a une condition. Il faudrait réclamer ça ou saisir le tribunal ou saisir un huissier ou saisir je ne sais pas quoi au bout de 30 jours, sinon vous perdez vos droits. Non, moi mes droits, je ne les perds pas. Vous allez les payer de votre bon ou de malgré, je vous le promets. Vous allez les payer, vous allez les rembourser. Donc maintenant, retenez bien les 3000 euros saisis de 2011, l'affaire de
de l'entreprise de 131 000 euros, je vous demande de les rembourser au plus vite possible. Et à chaque fois, quand on parle avec un mafieux, procureur ou président d'un tribunal ou juge ou quoi, quand on hausse le ton, on lui dit ça, vous n'avez pas le droit, il vous dit outrage. Très bien, moi je veux faire outrage à un magistrat. Mais j'accepte que vous parlez d'outrage avec un historique chronologique de toutes les plaintes. On prend les plaintes que j'ai passées contre vous et on va voir les plaintes que vous avez contre moi. Mais le jour où un juge ou un procureur ne connaît que l'outrage, dès que vous dites que c'est malhonnête, dès que vous dites que ça c'est mafieux, il va vous dire outrage. Ils en ont fait 40 outrages. Vous pouvez en faire 500. Il n'y en a aucun qui a parlé de mes droits. Alors, vous, monsieur Hollande, vous devez parler de mes droits, sinon vous êtes complice à cette mafia juive sioniste qui fout le droit des citoyens en l'air. Et cela, je ne l'accepte pas. Et moi, je suis là pour vous mettre les points sur les i, et je vous parle ouvertement, et je m'adresse à tous les citoyens ici, pour leur dire qu'il ne faut pas accepter un État raciste et qui vous prend pour des cons. Un juge n'est pas un dieu. Un juge, ça peut être un mafieux, il peut être un pédophile, il peut être ce que vous voulez. Il peut être quelqu'un de honnête. Malheureusement, ils ne sont pas très nombreux, mais il faudrait qu'il montre qu'il est honnête. Un ministre, un machin, c'est comme tout le monde. On n'est pas chez les rois et chez les curés. On est là, on demande nos droits. Et à chaque lettre que j'envoie, de 282 lettres, je leur demande d'appliquer la loi. Comment ça se fait? Je n'ai jamais vu dans un pays, un citoyen, il demande à la justice d'appliquer la loi. Parce qu'ils sont hors la loi. Le citoyen, il est dans la loi, il est dans ses droits. Et eux, ils veulent le prendre pour un imbécile et pour un con. Et ils ne veulent pas appliquer la loi. C'est refusé. Je ne l'accepte pas. Et je demande à tout le monde de me rejoindre. Et celui qui a des preuves matérielles et des histoires et des dossiers chez cette justice et qui peut prouver aussi de favoritisme ou de amalgame ou de non-application à la loi ou etc. et tout ça, il doit me les donner et moi, croyez-moi, je peux le défendre. Et il faut me rejoindre parce que aujourd'hui il y en a marre des bêtises, des conneries et vos médias qui est ciblé et qui veut toujours critiquer les Arabes et critiquer le français moyen et critiquer machin et ne pas répondre. Vous n'avez jamais vu dans le monde. Il faut aller en Afghanistan, apprendre un peu là-bas. Le droit, il est meilleur que le droit en France. Il faut aller ailleurs, je sais pas, au Sénégal. Il faut aller n'importe quel pays. La justice, n'importe où dans le monde, elle est meilleure que la justice en France. Selon les statistiques ici, 6% du peuple français fait confiance à la justice. C'est la honte. Et si j'étais un juge, je me suicide. Si j'étais un responsable de la justice française, je me suicide. Je démissionne tout de suite. 6% de la population française fait confiance à la justice. 94% ne font pas confiance à la justice. Donc la justice n'est pas bonne. Alors le jour où vous voulez aller apprendre la démocratie aux Afghans, moi je crois qu'il faudrait apprendre la démocratie des Afghans, parce que vous n'êtes pas du tout dans l'ordre. Le jour où vous critiquez le monde arabe et vous parlez de dictateurs et tout ça, il faut savoir que les dictateurs là-bas, ils étaient placés par l'Occident. Le jour où vous parlez de la justice là-bas, il faut savoir que là-bas, les gens et les procureurs et les juges sont des gens honnêtes. L'honneur, là-bas, ça tient. La parole, ça tient. Et si vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas d'honneur. Ici, un président de la République, il veut faire à une maison close Sarkozy, Bruni, être lu sur les unes des journaux.
ils ont changé un peu les valeurs de la société. Normalement, un président, il doit être quelqu'un de honnête, intouchable, tellement net que on ne peut pas mettre un truc dessus. Aujourd'hui, il veut se faire une star, il veut se montrer sa femme toute nue sur les unes des journaux. Donc les gens, ils gobent ça. C'est pas ça du tout. Un président ou un député ou un machin, il faut qu'il soit honnête. Alors la réponse d'un procureur ici qui dit oui, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est tout à fait un contresens. C'est même pas aux normes, c'est contre la logique. Alors il y a quelque chose qui s'appelle une logique. La logique qui dit que quelqu'un qu'on a attrapé sa plaque d'immatriculation de tracteur d'agriculture, hein, sur autoroute à 220 à l'heure, non, il faut qu'il paye le PV. Non, ça c'est pas logique. Lui, et sa plaque, elle peut être sur une Porsche qu'il roulait à 220 à l'heure, mais un tracteur ne peut pas rouler à 200 à l'heure. Il faut qu'il se défende des années pour prouver que son tracteur, il n'a pas roulé sur autoroute à 200 à l'heure. Je veux dire, il y a ce qui s'appelle logique, et malheureusement qu'aujourd'hui, on apprend les gens dans l'administration, on apprend les gens dans les ministères, on apprend les gens dans la justice, on les pousse à ces employés-là à être non pas logiques, à ne pas prendre la responsabilité. Chacun, il veut appliquer ce qu'il veut selon les ordres et le catalogue, il s'est marqué comme ça, c'est comme ça. Non, 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 il faut sortir de ce système-là parce que c'est un système de vente d'histoire, c'est un système médiéval et tout ça. Et on a toujours un problème, toujours depuis la création de la planète jusqu'au dernier jour, il y a un problème entre le mal et le bien. Entre le mal et le bien, il y a des gens qui veulent dépasser les normes et ils veulent dépasser leurs droits. Et il y en a d'autres qui doivent se défendre. Alors, il y en a qui veulent faire l'esclavage et il y en a d'autres qui veulent se libérer de l'esclavage. Alors aujourd'hui, soi-disant que tout le monde qui prétend, on est des systèmes démocratiques et libres et je sais pas quoi, et c'est une sorte d'esclavage. Regardez aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, un étudiant, il ne peut pas financer ses études. Il doit se prêter 50 000 dollars d'une banque. Il doit les rembourser 90 000. Plus tard, doucement, doucement. S'il rate une année, 2 ans, 3 ans, il a claqué les sous à la fac et il n'a pas réussi. Il est poursuivi. Alors, il doit faire une solution d'aller à l'armée. Aller à l'armée pour être envoyé loin, pour changer d'identité, pour qu'il ne soit pas poursuivi, etc. Pour que 50 000 dollars qu'il les a dépensés dans quelques années d'études, 10-12 000 chaque année, et puis il va se trouver à l'armée, c'est une victime aussi, il va se trouver en Afghanistan, en Irak, et je ne sais pas où. Comme on lui montre toujours que c'est un Rambo, l'Américain c'est quelqu'un de super fort, on ne peut pas le tuer, tout le monde tire dessus, ne l'attrape pas, les explosions, les machins, lui il saute tous les barrages et tout, il croit à ça, il croit au film américain vraiment. Lorsqu'il se trouve là-bas en Irak, il va voir que les gens là, ils ne sont pas des imbéciles comme dans les guignols qu'on leur montre en Libye, en Afghanistan et je ne sais pas où. Ce sont des vrais guerriers. Et en ce moment-là, il va être surpris. 52 000 Américains sont retournés de l'Irak ils étaient paralysés, avec des handicaps à vie. L'un qui est aveugle, l'autre il a les mains coupées, l'autre il a les jambes coupées, tous 52 000. À part, si on dit qu'il y a 4 ou 5 000 qui étaient tués, on n'a pas calculé, on n'a pas compté ceux qui étaient à l'armée américaine qui n'ont pas la nationalité américaine. Les morts, ils sont plus de 37 000. Qu'est-ce qu'on a gagné en Irak? Rien. On n'arrivait même pas à se retirer. Qui est tombé, mort et blessé et paralysé en Irak? C'est le pauvre américain qui est dans le système capitaliste. Il doit rembourser ses dettes, alors il doit s'engager à l'armée pour rembourser ses dettes qu'il n'a pas réussi ses études ou qu'il les a claquées pour des conneries en tant que jeune qui ne comprend pas, qui ne connaît pas
qu'est-ce qui réserve l'avenir, ou sinon il y en a un qui veut partir à l'aventure et tuer les gens et croit que les gens sont des canards, alors il va voir une résistance qu'il n'en a jamais vue et il va être tué. Alors, ce qui allume la mèche de la guerre, je vais vous faire un peu de lecture de Coran, des passages. Moi, j'étais pas pratiquant, j'étais pas quelqu'un de super croyant, je suis pas un imam, je ne suis pas un grand savant, mais je vais quand même instruire ces jeunes-là qui sont en France, les Français qui veulent connaître le Coran et les Arabes qui ont perdu leur langue et leur tradition. Ici, il faut que je les instruise un peu plus tard. Mais ceux qui allument la mèche de la guerre, ce sont les sionistes, dans toute la planète. Mais bêtement, si on parle militaire un peu, quand les Américains ils sont allés en Afghanistan, ils avaient 78% de terrain avec eux, contre 22% avec les talibans. Ils ont commis une erreur. Comme aujourd'hui on parle de finances aux États-Unis, ils ont commis plein d'erreurs pour arriver à la catastrophe économique mondiale. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ils ont commis aussi des problèmes, ils ont cassé des règles militaires. Les règles militaires en Afghanistan, ils étaient cassées. Ils ont fait que, 11 ans après, les Américains, ils ne possèdent pas 18%, 20% de terrain. Ils sont coincés dans leur quartier général. Et les talibans, ils ont eu 80% de terrain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement et bêtement, on dit que l'attaquant doit faire 3 fois plus que le défenseur. Ça, c'est une règle militaire. Mais apparemment, les experts français, les experts américains sont vraiment des imbéciles et vraiment des bêtes. Hein. Parce que si on veut attaquer un bataillon, il faut avoir 3 bataillons en attaque contre un bataillon en défense. Ça, c'est dans l'armée classique. Hein. Si vous connaissez un peu. C'est dans les deux écoles, occidentale comme orientale, c'est-à-dire russe ou américaine, n'importe. Il n'y a que 2 écoles dans le monde, école militaire, et dans les deux, on dit que l'attaquant doit faire 3 fois plus, le triple de défense. Lorsque on veut attaquer les talibans en Afghanistan, il faut qu'on sache d'abord, les talibans, ils sont combien? Alors, la réponse, on ne sait pas. Il n'y a personne qui sait combien les talibans ils font, combien le nombre des talibans, il est de combien. Alors, pour être 3 fois plus que les talibans et gagner la guerre en Afghanistan, il faudrait estimer les talibans. Combien ils sont? Il y avait des Pashtuns, il y avait des talibans, les Pashtuns ils sont une minorité, les talibans ils sont une grande majorité. Très bien, aujourd'hui, les Pashtuns et les talibans et tout le reste, ils se sont regroupés contre les Américains et les Alliés. Ok? Alors, dites-moi, combien d'habitants il y a en Afghanistan? En Afghanistan, il y a 12 millions d'habitants. Hein? Si on veut dire que les talibans là-bas, ils font 80%, on tombe dans les 10 millions faciles de talibans. Si on dit que la moitié, ils sont des femmes et des vieillards, on va rester à 5 millions. Si on dit que les 5 millions, il y en a 2,5 millions qui sont armés et les autres ils dorment à la maison, on va tomber à 2,5 millions. Si on dit qu'il y en a 500 000 qui sont feignants, on va avoir 2 millions. Si on dit qu'il y a je ne sais trop quoi, on enlève encore la moitié, il reste 1 million. Pour gagner 1 million de talibans là-bas, il faut avoir 3 millions de soldats. Ça, c'est la règle militaire. Si on la casse, on est perdant. Alors, dans l'armée classique, je parle. Maintenant, dans l'armée qui n'est pas classique. Quelqu'un qui... Regardez, l'Afghan, il habite dans des montagnes, dans des endroits
désertes, dans des dans les montagnes, dans les endroits vraiment difficiles. La vie là-bas, elle est très dure. Ils mettent une tente avec le sable et le machin, et le vent et le froid et tout. Il est habitué à vivre là-bas. Il n'a pas des lames de rasoir pour se raser sa barbe. Ok, les femmes, ils mettaient ça avant l'islam, à cause de la poussière. Ils mettaient ici un truc pour tamiser l'air, pour que ça ne rentre pas dans les yeux. Donc, il est habitué à faire une tente avec quelques morceaux et quelques tissus et je sais pas quoi, que toute sa tente, elle ne fait pas 5 euros. Le jour où l'OTAN, il lui lance un missile sur sa tente, qui la détruit, il va avoir quelques casseroles qui sont perturbées à droite, à gauche et tout, il va les ramasser, il va les récupérer. Il va perdre une tente qu'elle fait 5 euros. Elle va être déchirée, il va la recoudre. Mais le missile qui fait 1 million d'euros, il fait je ne sais pas combien de milliers de fois sa tente. C'est qui le perdant? Lui, il est habitué à vivre sans électricité, sans eau, sans rien dans les montagnes. On peut frapper des missiles et des missiles et des missiles dans toutes les montagnes, et dans les grottes, et dans les machins, et dans les tentes, et dans tout ça. Mais on n'arrive à rien, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le supprimer parce que lui, ils font 12 millions. L'armée des alliés, il ne fait pas 130 000 là-bas. Ils vont être tués. Ce que j'ai dit, le premier jour où ils sont rentrés en Afghanistan, ils vont se faire tuer. Aujourd'hui, 11 ans après, on a vu qu'on a cassé cette règle. Il faut 3 fois plus que le défenseur d'attaquant. On n'a pas respecté cette règle. Alors quand on n'a pas respecté cette règle, tout le monde se retire aujourd'hui. Ils ont peur pour l'alliance, mais l'alliance, il est cassé. Tout le monde va se retirer d'Afghanistan parce qu'il n'y a rien à gagner en Afghanistan. Et on ne peut pas gagner l'Afghan, et on ne peut pas gagner le Taliban. Et lui, il est habitué à vivre comme ça. Tu peux faire la guerre 100 ans contre lui. Tu perds des sous, tu perds du monde, tu perds des victimes. Ces victimes-là, les Américains qui vont aller là-bas se faire tuer, ils ne sont même pas formés. Ils se font tuer là-bas. C'est des victimes aussi de la société et du système capitaliste. Et je vous revois tout à l'heure.